Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité de ce vendredi 10 décembre, à la une, retraite à l'intérieur du pays de l'ensemble des chefs de cabinet des différents départements ministériels. C'est le ministre secrétaire général à la présidence qui a procédé à la remise du tricolore national au nouveau chef de cabinet. Lutte contre la pandémie de Covid-19, relance de la campagne de vaccination accélérée dans le pays. L'objectif visé est de vacciner 40 000 personnes par jour. Les acteurs impliqués sont remobilisés pour l'atteinte de cet objectif. Environnement et le risque de pollution dans la cité d'Alumine de Fria. De nombreux observateurs pointent du doigt les activités de l'usine. Une équipe mixte s'est rendue sur le terrain pour s'enquérir des réalités. Une fois encore, bonsoir. Ce journal s'ouvre sous le Conseil ordinaire des ministres qui s'est tenu ce jeudi au Palais Mohamed V sous l'égide du chef de l'État. Plusieurs sujets liés à la vie de la nation ont été abordés. Nous vous proposons un extrait du compte-rendu du porte-parole du gouvernement. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 9 décembre 2021 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Le message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées. 2. Le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 7 décembre 2021. 3. Recommandations et décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya a déploré les mauvaises conditions d'installation de plusieurs départements ministériels, alors que les domaines de l'État sont illégalement occupés. De même, le chef de l'État rappelle que nous continuons à payer des loyers très élevés pour abriter nos institutions. Par conséquent, le président de la transition instruit le gouvernement pour la saisine rapide de la commission interministérielle chargée de la récupération des biens de l'État pour permettre au plus vite la libération des locaux appartenant au domaine public et pouvant bénéficier aux administrations. Le chef de l'État a attiré l'attention du ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures sur les surinvestissements massifs dans l'énergie solaire alors que la Guinée dispose de plus de 1100 MW d'électricité, dont 700 de sources hydroélectriques. Ce qui montre que notre pays produit aujourd'hui plus qu'il ne consomme. C'est ainsi qu'il instruit au ministre de veiller à l'amélioration du service aux consommateurs tout en recommandant une amélioration de l'éclairage public. Au titre de la problématique du chômage, le chef de l'État, tout en rappelant que le CNRD tient à respecter les engagements internationaux de la Guinée en matière de droit de travail, il recommande au ministre du Travail et de la fonction publique et celui de la sécurité et de la protection civile d'engager dans les meilleurs délais une réflexion sur l'augmentation éventuelle du prix du permis de travail pour les travailleurs étrangers en situation régulière. L'objectif est d'inciter les entreprises et les employeurs en général à embaucher prioritairement les Guinéennes et les Guinéens à la recherche d'emploi. Au sujet du projet de Simandou, le président de la transition a rencontré cette semaine les CEO de deux entreprises Winning et Rio Tinto
et les a encouragés à maintenir le dialogue en vue de trouver une solution de mutualisation financière pour la production des infrastructures de chemin de fer et du port de Moribaya. Dans son message, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Mohamed Beavogui, chef du gouvernement, a entamé son introduction par la situation financière de la Société d'électricité de Guinée, EDG, qui accuse un lourd déficit vis-à-vis des créanciers. Il a demandé la tenue dans les plus brefs délais d'une session interministérielle spéciale à cet effet. Ensuite, ce message a porté essentiellement sur la présentation de la feuille de route aux membres du gouvernement et il a rappelé que la charte de la transition avait fixé un délai d'1 mois après l'installation du gouvernement pour soumettre la feuille de route au chef de l'État. Il a réservé au Conseil la primeur de la lecture en rappelant sa fidélité à la charte de la transition et au cadre logique élaboré lors de la retraite gouvernementale afin de requérir les avis et les suggestions des ministres. En complément, le ministre de l'Économie et des Finances s'est félicité de cette feuille de route qui est, d'après lui, en ligne avec la communauté des bailleurs de fonds. Le ministre en charge de la communication, celui de la santé, celui de la fonction publique et celui de l'urbanisme ont mis quant à eux l'accent sur la nécessité de mettre en place une stratégie de communication efficace afin de faire la pédagogie nécessaire de cette feuille de route auprès de la population. Il a conclu son propos en demandant aux membres du gouvernement de s'inspirer de cette feuille de route en vue d'élaborer les leurs. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a fait une communication relative à la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national CDN 2021. Sa communication avait pour but d'initier une série d'échanges au sein du gouvernement sur la contribution de chaque département ministériel à la mise en place de la CDN dans notre pays. Le ministre a souligné les différents points autour desquels s'articule la contribution nationalement déterminée et proposer des mesures de mitigation. Elle a annoncé au Conseil que ces mesures coûtent 15 milliards de dollars pour l'atténuation et 1 milliard de dollars pour l'adaptation à l'horizon 2030. Pour sa mise en œuvre, elle a également annoncé qu'un plan d'investissement a été élaboré avec le concours de la Banque mondiale ainsi que la mise en place d'un comité national du climat. Au terme du débat, le Conseil a approuvé la communication de Madame la ministre tout en recommandant 1. D'élaborer un plan national d'environnement en concertation avec tous les départements ministériels. 2. De concevoir des projets pour permettre à notre pays d'absorber les fonds verts. 3. D'élaborer un plan de protection des sources de nos cours d'eau et la protection de nos forêts. La ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a fait, quant à elle, une communication relative à la problématique des débarcadères de pêche. Elle a commencé par mettre en évidence les données de cadrage du secteur de la pêche dans notre pays et souligner que la Guinée dispose d'une façade maritime de 300 km de côte et de 235 débarcadères de pêche le long du littoral, dont 9 seulement sont aménagés par l'État et quelques autres sites gérés par des opérateurs privés porteurs d'un bail avec les services de l'État. Elle a informé le Conseil que dans ces débarcadères accostent près de 8000 pirogues de pêche artisanale et 200 navires de pêche artisanale avancés. Elle a déploré l'état d'hygiène des débarcadères de Bolbiné, Onfi, Koba, Koukoudé et Kamsar, dû notamment à l'intensité des activités, aux installations anarchiques et à une passivité manifeste des structures de gestion. Face à ce constat, Madame la ministre a estimé urgent de prendre un certain nombre de mesures en lien avec d'autres ministères, notamment le ministère de la Défense, celui de l'administration du territoire et celui de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, relatives notamment à l'assainissement et à la sécurité ainsi que des mesures plus spécifiques et entrées à l'environnement institutionnel et au renforcement de la surveillance des navires de pêche. Au cours des débats, la plupart des interventions ont convergé sur la nécessité de chiffrer
les mesures préconisées par la ministre de la Pêche. Au terme du débat, le Conseil a reconnu la portée de la communication de la ministre sur les activités de la pêche artisanale en recommandant de renforcer la sécurisation et la surveillance des ports et débarcadères de pêche. 2. De renforcer les équipes de patrouille au niveau des frontières maritimes avec la Guinée, Bissau et la Sierra Leone. 3. De renforcer la surveillance nocturne dans les débarcadères. 4. De renforcer les interventions des services en charge du transfert des ordures dans les débarcadères. 5. De durcir les amendes afin de dissuader les braconniers de nos côtes et intéresser les patrouilles aux produits d'arraisonnement. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait quant à lui une communication relative à la situation des sociétés et établissements publics. Il a commencé par dresser la typologie des organismes publics qui sont de plusieurs ordres. Les sociétés publiques, les sociétés mixtes et les établissements publics administratifs. Il a évoqué les problèmes auxquels ils sont confrontés et leur impact financier et a souligné que le volume total de subventions accordées aux organismes publics atteint entre 2018 et 2020 4 571 milliards de francs guinéens. Le montant total de dividendes versés à l'État au compte de 2019 se monte à 341 milliards de francs guinéens, dont 98% proviennent de 3 sociétés, la CBG, la SOGECA et la SAG. Les produits de l'impôt sur les sociétés versés par les sociétés publiques évalués autour de 750 milliards de francs guinéens en 2017 et 2018 s'est contracté de 37% en 2019. Face à ces problèmes, le Conseil a instruit le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de procéder au préalable à un état des lieux de la situation générale des EPA. Ce dernier devrait commencer par la réception de la liste de tous les EPA relevant des départements ministériels respectifs, suivi d'une fiche de questions-réponses à l'intention des chefs de département. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan fera ensuite une restitution lors d'un conseil interministériel spécial dont la date sera décidée ultérieurement. Au titre de la récupération des biens de l'État concernant notamment la cité chemin de fer et la résidence d'Émile, le Conseil recommande à la commission interministérielle de la diligence tout en étant attentif à octroyer des délais raisonnables aux entreprises et aux résidents de ces bâtiments pour leur permettre de trouver une autre alternative. Le Conseil rappelle à l'attention du ministre des Infrastructures et des Transports la nécessité de la reprise rapide des travaux pour la réhabilitation des aéroports régionaux, car des investissements ont été consentis et les investissements nécessaires à la mise à niveau des équipements et des installations doivent être effectués. Le Conseil recommande au ministre de la Jeunesse et du Sport et au gouvernement l'urgence de prendre toutes les mesures permettant d'anticiper sur les travaux de construction d'infrastructures pour la CAN 2025, car la Guinée doit être prête pour ce grand rendez-vous continental. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a fait un compte-rendu de son déplacement au Mali sur la construction du barrage de Fomi. Et pour l'amélioration de la desserte en électricité, le ministre annonce au Conseil qu'un transformateur d'une capacité de 150 MW est en cours d'installation pour améliorer considérablement la disponibilité de l'électricité pour les populations guinéennes. Conakry, le 9 décembre 2021, le Conseil des ministres. Je vous le disais dans les titres, après les membres du gouvernement et les secrétaires généraux, c'est au tour des chefs de cabinet des départements ministériels de se retirer de la ville pour une retraite à l'intérieur du pays. C'est le ministre secrétaire général à la présidence de la République qui a procédé à la remise du tricolore national à ce collège de chefs de cabinet. Ansoumane Toumani Kamara, Kaba Magasouba. Ce sont les premières notions de la discipline militaire avant leur départ en retraite.
Ces chefs de cabinet des différents départements ministériels quittent ainsi Conakry pour quelques jours pour le pays profond. La retraite doit leur permettre de cultiver l'esprit d'équipe et de définir la meilleure approche permettant à ces chefs de cabinet de bien jouer leur partition dans le fonctionnement des différents ministères de la République. Cette semaine et la semaine dernière, vous avez tous bénéficié de la confiance du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, en vous nommant à des fonctions de chef de cabinet. Je voudrais vous en féliciter. Aujourd'hui, comme les ministres, comme les secrétaires généraux, vous allez prendre la route aujourd'hui pour aller revenir avec des idées, aider vos ministres, aider vos secrétaires généraux à bâtir la Guinée dont nous rêvons. Nous espérons que la mission va bien se passer. Au nom du président de la République, je vous remets le drapeau pour que vous partiez avec, vous revenez avec vos hommes au complet et avec des bonnes idées. Bonne mission. Dans la configuration des départements ministériels, les chefs de cabinet ont un rôle majeur à jouer, dont entre autres la coordination des activités du cabinet ministériel, d'en assurer la cohésion et le suivi des affaires relevant de la politique du département ministériel. Ainsi, la chef de la délégation, en peu de mots, rassure les autorités de la transition qui instaurent cette innovation dans l'appareil administratif du pays. Nous vous remercions et nous réaffirmons notre engagement pour le respect des valeurs et des missions de la Charte de la transition. Merci. La finalité est d'instaurer la cohésion parfaite entre les membres du cabinet ministériel et les travailleurs pour une administration tournée vers le résultat. Les chefs de cabinet des différents départements ministériels ont quitté ce vendredi matin Conakry en présence du chef d'état-major général des armées et du ministre secrétaire général à la présidence de la République. Coopération, un balai de diplomates chez le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mori Kondé a reçu successivement les représentants en Guinée de l'ONUDI, du HCR et de l'AFD. Les entretiens ont essentiellement porté sur le renforcement des liens de coopération entre la Guinée et leurs institutions. Compte rendu d'audience avec Bakary Bamba Kondé. C'est tout d'abord le représentant de l'Agence des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI qui a été reçu par le ministre Mori Kondé. Les entretiens entre les deux personnalités ont essentiellement porté sur la problématique de l'amélioration et du renforcement de la planification du développement local. L'opportunité de traduire auprès de monsieur le ministre les félicitations de notre organisation pour sa nomination, mais aussi lui témoigner de tout le soutien et l'engagement de l'ONUDI auprès de la Guinée, notamment autour de toutes les questions liées à notre mandat qui sont du cadre de cet important département ministériel. En réponse, le ministre Mori Kondé a fait part des grands chantiers de développement dont l'exécution a besoin de l'accompagnement des partenaires comme l'ONUDI, surtout en cette période de transition. Et au cours de ces discussions, j'ai fait part aux représentants de l'ONUDI la volonté de faire améliorer les outils de planification dans les collectivités. Et désormais, ces outils vont être alignés sur l'ensemble des 17 ODD et cela nous permettra de faire un peu l'économie et de perpétuel recommencement de révision des PDL pour prendre en compte telle ou telle autre dimension. L'autre rencontre est celle qui s'est déroulée entre le chef du bureau HCR en Guinée et le ministre de l'administration du territoire. Les échanges entre Mori Kondé et Kébé Mamadi ont permis de faire un tour d'horizon des activités du HCR en cours en Guinée et les perspectives. Le premier dossier concerne le statut des réfugiés actuellement en Guinée. Et le deuxième dossier concerne l'intégration locale qui va démarrer à partir de janvier 2022. Au nom du gouvernement dirigé par M. le Premier ministre Mohamed Beabougui, j'ai annoncé toute notre reconnaissance, mais aussi notre appui aux activités de HCR en Guinée, mais aussi notre volonté à faciliter ce processus d'accompagnement
du retour des restes des réfugiés sur le territoire guinéen, mais aussi des réfugiés qui vont souhaiter rester parce que déjà ils se sont intégrés, qui vont vouloir rester et se naturaliser guinéens. Nous allons discuter avec les ministères concernant notamment la sécurité et la défense des mesures et conditionnalités qu'il faille mettre en place pour arriver à cette naturalisation. Le ministre s'est également engagé à tout mettre en œuvre pour travailler en synergie avec les partenaires de la Guinée dans le but de répondre efficacement aux préoccupations majeures des Guinéens. Lutte contre la pandémie de Covid-19 avec l'annonce d'une nouvelle campagne de vaccination dans le pays. Ce vendredi, le ministre de la Santé a rencontré la direction de l'ANSS et les partenaires de l'Alliance Gavi. Il s'agit de remobiliser l'ensemble des acteurs autour du plan accéléré de vaccination. L'objectif visé est de vacciner 40 000 personnes par jour. Mamadi Terna Kamisoko. Au ministère de la Santé, c'est désormais la course contre la montre. À compter de ce 10 décembre, le département dispose de 3 semaines pour accélérer la vaccination et atteindre les 30% de couverture vaccinale souhaitée par l'Organisation mondiale de la santé. Le sujet est au centre de cette rencontre entre le ministre Mamadou Pété Diallo, la direction de l'ANSS et les partenaires techniques de l'Alliance Gavi. Avec le support du ministère de la Santé, nous lançons la campagne accélérée de vaccination contre Covid-19. Donc nous visons plusieurs districts sanitaires à l'intérieur du pays, mais également au niveau de Conakry. Actuellement, plus de 3 millions de doses de vaccins diverses sont dans les mains de l'ANSS. Pas question de voir cette quantité périmée. Et pour cela, le concours des partenaires est indispensable. Ils ont toujours été là depuis le début de la riposte, donc nous leur demandons de continuer à rester à nos côtés. Nous souhaitons relancer l'activité de vaccination. Et dans cette activité de vaccination, il y a des partenaires qui étaient déjà positionnés dans certains domaines. Nous souhaitons vivement qu'ils reviennent nous appuyer pour que chacun dans ce qui le concerne puisse facilement nous aider à atteindre cet objectif. La direction de l'ANSS a déjà élaboré un plan technique de déploiement du vaccin et des équipes sur l'ensemble du territoire national. Les instructions reçues du Premier ministre et du Président de la République, c'est qu'aucun vaccin ne doit expirer dans les magasins de la PCG. Nous avons reçu ce message et notre opération d'accélération de la vaccination vise d'abord à répondre à cette instruction, à mettre nos équipes en ordre de bataille pour que ceci soit fait. La deuxième partie de mon message, c'est un message de motivation et d'engagement. Notre gouvernement et nos partenaires mettent suffisamment de ressources à notre disposition pour nous assurer que nous prenions les dispositions pour protéger le peuple de Guinée contre la maladie à Covid-19. Grâce aux efforts du ministre de la Santé, les partenaires de l'Alliance Gavi ont déjà libéré les fonds pour le paiement des arriérés de salaire des équipes de riposte. Cette autre rencontre se penche sur le projet Riposte Covid-19 intitulé « De la responsabilité individuelle à l'engagement communautaire ». Il est question de la capitalisation des acquis après la mise en œuvre du projet. C'est un programme financé par l'AFD. Abraham Christophe Conté, Aboubakar Junior Camara, compte rendu. Avec l'arrivée de la Covid-19, l'AFD, l'Agence française de développement, s'est engagée du côté de la Guinée pour contribuer à la riposte. Un engagement qui s'est matérialisé par le financement d'un projet dénommé « De la responsabilité individuelle à l'engagement communautaire ». Aujourd'hui, les 12 premiers mois de mise en œuvre de ce projet de santé publique sont évalués. Il s'agit de faire la restitution de l'activité qui a eu lieu sur le terrain afin que nous tous, acteurs au niveau du ministère de la Santé, nous soyons au même niveau d'information et que les recommandations puissent être amenées à la population et appliquées sur le terrain. Ce projet qui couvre 11 préfectures en Guinée et une région du Sénégal a permis à l'ONG AMREF d'accompagner l'ANS dans la lutte contre la Covid-19. Il a permis de contribuer à la réduction des effets de Covid-19 sur les populations. Il s'agira d'une approche inclusive et à la fois aussi holistique. C'est pour cette raison-là aussi on a voulu vraiment s'aligner, travailler avec Sylvie, mais travailler aussi de concert avec le ministère de la Santé, avec les organisations communautaires de base, avec les prestataires de santé, pour proposer vraiment une approche holistique qui va permettre de répondre aux vrais besoins sur cette thématique-là. Au terme de cette journée de capitalisation du projet Riposte Covid-19 en Guinée et au Sénégal, la convention pour un nouveau projet est signée.
Un projet qui vise à réduire les violences gynéco-obstétricales dans les structures sanitaires du pays. Ce nouveau partenariat sera exécuté par l'ONG AMREF et les services du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À présent, nous allons vous donner le contenu de ces actes officiels de la présidence de la République. Ordonnance 0-2021-009 PRG CNRD SIGG portant autorisation de rectification de l'accord de prêt entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement d'un montant équivalent approximativement à 10 millions de dollars des États-Unis pour le projet d'acquisition de vaccins contre la pandémie de Covid-19. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SIGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux. Vu le communiqué numéro 1 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, ordonne, article 1er, est autorisée la ratification de l'accord de prêt signé le 4 septembre 2021 entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement d'un montant équivalent approximativement à 10 millions de dollars des États-Unis pour le projet d'acquisition de vaccins contre la pandémie de Covid-19. Article 2. La présente ordonnance qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry, le 10 décembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0197 PRG CNRD SIGG portant restitution d'un bien immobilier. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025-1 du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SIGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux, vu le décret D 9450 PRG SIGG du 3 avril 1994 portant restitution des biens saisis le 3 avril 1984, vu le décret D 2021-009 PRG CNRD du 6 octobre 2021 portant nomination d'un Premier ministre chef de gouvernement, vu le décret D 2021-011 PRG CNRD du 8 octobre 2021 portant structure de gouvernement de la transition, vu le communiqué numéro 1 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu les requêtes formulées par la famille de feu Ahmed Sékou Touré, ancien président de la République, décrète. Article 1er. Est et demeure restitué aux héritiers du feu Ahmed Sékou Touré, ancien président de la République, le terrain bâti ici à la Bellevue, communément appelé Villa Bellevue et formant une partie du titre foncier numéro 160 Kikuntum, commune de Dixine, Conakry. Article 2. Le dit terrain bâti restitué en vertu du décret D 9450 PRG SIGG du 3 avril 1994 portant restitution des biens saisis le 3 avril 1984 fera l'objet d'une main levée qui sera signée et délivrée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Article 3. La Direction générale du patrimoine bâti public et tout autre service sont invités à cesser toute action de gestion relative au terrain bâti, sauf avis contraire des héritiers. Article 4. Dans l'éventualité de la vente ou de la cession partielle ou totale du dit terrain bâti, l'État dispose du droit de péremption sur tout autre acquéreur. Article 5. Le ministre secrétaire général à la présidence de la République et le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret.
Article 6. Le présent décret qui abroge toute autre disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 10 décembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Environnement, pollution dans la cité d'Alumine de Fria où des envolées de poudre blanche sont visibles un peu partout. Selon plusieurs observateurs, le phénomène serait dû aux activités de l'usine. Pour mieux cerner ce qui se passe, une équipe mixte environnement santé et mine s'est rendue sur le terrain. Mohamed Alpha Baldé. Sur le feuillage, dans la rue, sur les véhicules, un peu partout dans les quartiers, cette poudre blanche est perceptible. À Fria, beaucoup imputent ces envolées de poudre blanche aux activités de l'usine Frigia. C'est vrai, il y a pollution atmosphérique due à l'envolée, n'est-ce pas, de la poussière résultant des installations de la poussière d'alumine en provenance des installations de Russal Frigia. La mission mixte environnement, mine et santé dépêchée sur le terrain par le gouvernement a fait le tour de la ville et certains services comme l'hôpital préfectoral. Le constat est inquiétant et les risques sur la santé publique réelle. Donc pour la santé de la population, ça joue très mal. Tout le monde, c'est tout le monde, même vous qui êtes venus, même eux qui sont venus à l'air là, ils ont inhalé un peu de cette poussière. Et ce qui est précoce, nous avons les rhinites allergiques par exemple, les conjonctivites et tout ça là. Mais plus tard, 10 ans, après 15 ans, vous n'êtes pas sans savoir que ça peut entraîner des maladies pulmonaires, la silicose. Et c'est la poussière des usines comme Russal Frigia qui peuvent entraîner ça. Dans la paix, il ne faut pas qu'ils viennent et qu'ils s'entêtent à nous donner la maladie. Parce que la poudre là, ça rend tout le monde malade. Les véhicules, tout est saturé. Donc nous ne voulons pas ça, nous voulons qu'on mette fin à ça. À défaut de répondre aux médias, Russal Frigia met en avant ses efforts dans le domaine du respect de l'environnement à travers un communiqué. L'entreprise affirme avoir changé de nombreux filtres défectueux. Plus de 8 millions de dollars auraient été investis ces derniers temps par Russal pour atténuer les impacts de ses activités sur l'environnement. Des efforts qui tardent à être ressentis par les citoyens de Fria. On en vient à la circulation routière à Conakry avec la problématique des tricycles sur l'axe Dixim-Somphonia. Les autorités de la police nationale, les syndicats des transporteurs et les conducteurs des engins tricycles réfléchissent sur la réglementation du secteur. Reportage colonel Morikaba. Près de 1000 motos, tricycles déambulent entre les véhicules sur l'axe Symphonia T7 Dixine via Lambani Kipé, Amdalaï et Taouya. La circulation de ces engins à 3 roues se fait sans aucun respect du code de la route et ce n'est pas sans conséquence. Ici, au ministère en charge de la sécurité, la direction générale de la police nationale et les syndicats des transports et mécaniques générales accordent leur violon pour réglementer la circulation des tricycles. Sur instruction de M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, nous avons invité les syndicats des transporteurs et les transporteurs de tricycles pour échanger avec eux, parce que la circulation à Conakry, c'est un véritable calvaire. Mais avec eux, quand nous sommes en partenariat, on peut bien réguler la circulation, on peut bien se comprendre parce que nous avons besoin l'un de l'autre pour éviter des embouteillages monstres. Pour une circulation fluide avec sécurité, les acteurs impliqués partagent les préoccupations des autorités du ministère en charge de la sécurité. Nous, en tant qu'organisation sociale, nous sommes satisfaits des conseils donnés par le directeur général de la police. Vous savez, le mototricycle, quand elle fait face, c'est une moto, mais quand elle fait dos, c'est un véhicule. Donc, quand elle effectue le dépassement de voies défectueuses, ça peut amener des accidents. On va respecter parce que comme la loi est plus forte que tout le monde, donc on va essayer de sensibiliser nos camarades, on va les dire qu'est-ce qu'il faut, de respecter la code routière. Pour rendre la circulation routière fluide, les autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile exigent le respect du code de la route par tous les usagers.
Et puis, des séries de passations de services se poursuivent actuellement au sein de l'armée guinéenne. 2 officiers viennent d'être installés dans leurs fonctions au ministère de la Défense et à l'état-major général des armées. Ils s'engagent à servir dans l'intérêt supérieur de la nation. Adjudant Marcel Massandouno est correspondant de la presse militaire. Les officiers supérieurs ayant bénéficié de la confiance du président de la transition continuent à être installés. À l'état-major général des armées, le colonel Sena Camara, jusque-là intérimaire, est investi dans ses nouvelles fonctions de secrétaire général de ce service stratégique par l'inspecteur général des forces armées guinéennes. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme secrétaire général de l'état-major général des armées, le colonel Sena Camara ici présent. Vous l'obéirez en tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Je mesure la tâche et l'ampleur des défis qui m'attendent dans ma nouvelle fonction, dans les orientations données par M. le Semga. À la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, comme NAT ALPC, le général de division à la retraite Bambo Fofana prend les commandes de cette structure interministérielle. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'installe le général de division à la retraite, Bambo Fofana, dans ses fonctions de président de la commission Comnat ALPC. Permettez-moi de remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, et lui exprimer toute ma gratitude et ma loyauté entière pour la confiance placée en ma modeste personne. Ces 2 promis comptent apporter leur contribution au rayonnement des activités de leurs services respectifs en cette période de transition. Enfin, poursuite des journées de réflexion, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, entre autres acquis, la signature de plusieurs conventions de partenariat, notamment avec la Fondation Orange Guinée. Il s'agit de sceller un programme commun pour développer le numérique dans le secteur de l'enseignement professionnel. Explication Moussa Komara. Derrière cette chaude poignée de main, une philosophie et un objectif. Révolutionner la formation professionnelle à travers le numérique. La Fondation Orange Guinée, à travers cette signature, s'engage résolument à équiper les centres de formation professionnelle en outils numériques avec une connexion haut débit. De nouveaux programmes en lien avec le marché de l'emploi seront développés comme la menuiserie. Mais ce n'est pas tout. La Fondation Orange est attendue sur la construction, la rénovation et la réhabilitation des CFP, presque aujourd'hui en lambeaux. Cette convention est en droite ligne de la stratégie que nous avons adoptée, inspirée de la feuille de route que le Premier ministre nous a, les instructions du Premier ministre et puis de l'ensemble des directives du gouvernement, de doter nos jeunes dans les écoles d'outils nécessaires pour pouvoir pleinement jouer leur rôle dans le développement du pays et améliorer la formation technique et la formation professionnelle dans ce pays relève de l'amélioration de l'employabilité de nos jeunes pour leur permettre d'occuper des emplois et de participer à notre économie réelle. Avec ces partenariats, les jeunes seront initiés aux outils à commande numérique, à l'utilisation du digital pour exprimer leur imagination. Nous sommes des domaines du numérique. C'est là où on peut vraiment apporter notre valeur ajoutée à l'État. Et sur un secteur aussi stratégique, je pense que le secteur de l'enseignement professionnel est un secteur stratégique, en tout cas pour le développement de nos pays. C'est pour cela que nous avons choisi. La Fondation Orange espère être partenaire privilégié du département dans le domaine du développement de la formation numérique en Guinée. Les autorités du ministère s'engagent alors à créer toutes les conditions administratives afin de favoriser son intervention dans les projets identifiés. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un bon week-end et à demain.
Bouillon de rire. Bouillon de rire. Ça